la capacité du muscle à produire, utiliser de l'énergie, à se contracter est vraiment complètement préservée. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Robin Ménage, directeur scientifique de la clinique Buchinger-Wilhelmy, clinique spécialisée dans le jeûne thérapeutique. Au sein de la clinique, située au sud de l'Allemagne, il étudie les effets du jeûne sur la santé. Il contribue ainsi au développement de nouvelles approches thérapeutiques. Alors après les modifications métaboliques, objet de la première partie de cette discussion, nous allons parler avec Robin Ménage, directeur scientifique à la clinique Buchinger en Allemagne, Boehringer en allemand, d'une des peurs dont on parle souvent, qui est souvent évoquée concernant le jeûne, c'est tout l'effet sur les muscles. En effet, une fois que les réserves de glycogène sont épuisées, le corps va utiliser des protéines, des acides aminés pour produire de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des effets du jeûne long sur les muscles squelettiques en particulier? Est-ce qu'on doit avoir peur des muscles qui fondent? Est-ce qu'on perd de la force musculaire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai que c'est une des peurs qui est les plus communes, de perdre des muscles. Et c'est parce que dans les années 60-70, il y a eu beaucoup d'études qui m'ont mesuré directement l'azote dans les urines et qui ont conduit à avoir une peur de la mobilisation de protéines des muscles parce qu'ils se disaient si le corps utilise des acides aminés pendant le jeûne pour produire de l'énergie, ça vient automatiquement du muscle parce que le muscle est la plus grande provision d'acides aminés dans le corps. Donc il y a eu ce raccourci qui a toujours été fait, mais ça n'a jamais été étudié. Donc c'est clair que dans les premiers jours de jeûne, il y a une mobilisation des protéines, un petit peu dans le muscle, parce que le corps n'a pas encore switché cet interrupteur métabolique pour brûler les graisses. Mais cette utilisation de protéines, elle est très courte parce qu'on a dans nos muscles des mécanismes qui sont là pour la sauvegarde des protéines et qui vont bloquer justement cette dégradation de protéines quand le jeûne s'enclenche et quand on va commencer à brûler nos graisses. Ce qui fait que quand on jeûne, on utilise principalement les graisses comme source de carburant et quasiment pas les protéines. En tout cas, pas beaucoup les protéines du muscle. On a quand même des protéines qui sont utilisées dans le foie, dans les tissus conjonctifs. Et donc, c'est normal d'utiliser quand même des protéines pendant le jeûne. Donc, on a fait une étude pour voir si ça avait des effets néfastes sur la composition du corps et le fonctionnement des muscles. Et on s'est aperçu en utilisant des technologies IRM de pointe que même si pendant le jeûne, le muscle va diminuer de volume, c'est pas seulement une utilisation de protéines, ça l'est peut-être un petit peu, mais c'est surtout parce que on a aussi du glycogène dans le muscle et donc ça va être responsable d'une diminution du volume musculaire. Mais quand on a mesuré la performance, on s'est aperçu que la performance restait intacte et donc le muscle s'adapte parfaitement au jeûne. Et comment font les cellules musculaires pour faire cette bascule métabolique? Les C'est la cellules même chose que dans toutes musculaires, les autres cellules du corps? ben, en fait, on a dans nos cellules musculaires une voie de signalisation métabolique qui est vraiment comme cet interrupteur métabolique, ça s'appelle mTOR. Et donc ce mTOR, dans la plupart des cellules du corps, il va permettre ce basculement métabolique. Dans le muscle, il est régulé d'une façon différente et il est régulé d'une façon dans le muscle qui va bloquer l'utilisation de protéines, ce qui fait que dans des cellules du foie, par exemple, de l'intestin, on va avoir des mécanismes de recyclage qui vont se mettre en place. On va pouvoir libérer des acides aminés et utiliser des protéines d'une façon vraiment safe, sans problème. Mais dans le muscle, on bloque ce mécanisme et ce qui fait que les protéines sont sauvegardées. Vous avez également étudié la consommation en oxygène. Comment est-ce qu'elle évolue pendant 12 jours de jeûne? Parce que l'étude que vous avez menée, c'était pendant 12 jours de jeûne. Oui, c'est ça. Donc, pour revenir un petit peu sur le protocole de cette étude, donc c'était une étude sur 32 personnes qui ont jeûné pendant 12 jours, donc dans les cliniques Boehringer-Wilhelmy, avec le protocole habituel du jeûne Boehringer. Et donc, on a suivi ces personnes vraiment en détail avec des technologies IRM
au début du jeûne, à la fin du jeûne et un mois après pour voir vraiment ce qui se passait sur pour le moyen terme, le long terme. Donc quand Et tu parles de donc, techniques IRM, ce sont des techniques non invasives. On va étudier le muscle, son fonctionnement, mais de manière non invasive. c'est ça, c'est non invasif. Donc, on a pu voir vraiment, on se retrouvait avec des images complètes du muscle pour voir est-ce qu'il y a une dégradation des fibres musculaires, est-ce qu'il y a une inflammation, est-ce que la taille du muscle diffère. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pu analyser. On avait cette technologie aussi qu'on n'appelle pas juste IRM, mais SRM, qui nous permettent d'étudier aussi le muscle au niveau moléculaire. Donc, on a pu vraiment aller regarder ce qui se passait dans les cellules musculaires, dans les mitochondries, pour vraiment voir à quel point le métabolisme de la cellule musculaire pouvait être préservé. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau mitochondrial? Quelle est l'évolution au cours de ces 12 jours? Bah, les mitochondries, en fait, elles sont là aussi pour pouvoir utiliser les acides gras et on voit qu'elles s'adaptent parfaitement au jeûne et que l'utilisation de l'énergie et la production d'énergie, parce que dans ces mitochondries, on a un cycle pour pouvoir vraiment utiliser l'énergie, la recycler, ces molécules ATP et ADP, on voit que ce cycle, il est complètement préservé et que la santé mitochondriale est vraiment préservé. Et d'ailleurs, même plus que préservé, parce qu'on l'a vu chez les femmes avaient même une meilleure santé mitochondriale pendant le jeûne. Elles utilisaient les graisses d'une façon supérieure aux hommes et se retrouvaient avec un boost en fait de la santé mitochondriale. Ouais, c'est fantastique. On pourrait presque parler d'effet anti-Warburg. Ouais, c'est ça. On peut le voir comme ça. C'est un petit peu l'opposé parce qu'on favorise vraiment le métabolisme des gras et la cellule vraiment est complètement adaptée. C'est là où on voit que on a bien été adapté au cours de notre évolution à ces périodes de jeûne parce que c'est aussi logique. Si on n'avait pas la capacité d'utiliser l'énergie pour pouvoir faire des efforts pendant le jeûne, ben, on n'en serait pas là pour en parler parce que c'est vrai que c'était important de pouvoir aller chercher de la nourriture quand il n'y en avait pas. Donc les conclusions de cette étude sont assez claires. Il n'y a pas d'effet néfaste du jeûne de 12 jours sur les muscles. Non, il n'y a pas d'effet néfaste du tout du jeûne de 12 jours sur les muscles. La capacité du muscle à produire, utiliser de l'énergie et se contracter est vraiment complètement préservée. Donc, comme tu le disais auparavant, on a aussi regardé la consommation d'oxygène. Donc, on a regardé la performance du corps, pas juste en regardant le muscle dans le détail, mais en regardant la performance globale. Et on a vu que cette utilisation d'oxygène, donc c'est quelque chose qu'on le mesure avec la VO2 max, c'est la mesure classique pour ça. Et ça, c'était aussi préservé les personnes qui faisaient du vélo, pour mesurer cette VO2 max pouvaient faire aussi bien du vélo, déployer vraiment des efforts similaires avant ou après le jeûne. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de Donc, peur à avoir à ce niveau-là. Alors les prochains axes de recherche à la clinique, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que vous allez continuer à travailler peut-être un peu sur le microbiote, parce que vous aviez déjà commencé à mener des recherches dessus? Est-ce que vous allez travailler sur des cellules souches, continuer à travailler vraiment sur l'étude de l'acétose? C'est quoi les on a prochaines beaucoup de pistes? choses. On a commencé. On a déjà notre étude Genesis, donc celle du muscle, où on doit aussi analyser et publier les autres volets sur la santé cardiaque. On a mesuré la taille du cerveau, des différents compartiments du cerveau. On a mesuré la répartition des graisses dans le foie, l'abdomen, sous-cutané. On a énormément de choses à publier dans cette étude Genesis, donc ça va déjà nous occuper quand même pas mal de temps. On a aussi l'aspect microbiote, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup étudié le microbiote pendant le jeûne, et là on est en train de penser à des stratégies pour pouvoir aussi optimiser le microbiote pendant le jeûne, parce que ça pourrait être aussi une façon d'améliorer encore plus le bien-être de nos patients et l'efficacité d'une cure de jeûne. Et notre grande étude en ce moment, c'est l'étude sur la réintroduction de l'alimentation, parce qu'on parle toujours de jeûne thérapeutique, mais on oublie souvent que quand on arrête de manger, il faut après reprendre la prise alimentaire. Et ça, parfois, c'est assez délicat parce que, il faut une réintroduction douce de l'alimentation pour que l'intestin réapprenne à digérer,
pouvoir vraiment rebasculer dans ce mode manger. Et ça, si on le fait n'importe comment, on a tendance à avoir des effets négatifs où on se sent mal et on peut perdre des effets bénéfiques du jeûne même. Et donc, nous, on le voit cliniquement, c'est déjà documenté depuis des dizaines d'années que la réintroduction de l'alimentation est quelque chose de très important. Mais on a décidé de l'étudier d'une façon scientifique pour pouvoir aussi développer un programme de suivi pour nos patients après le jeûne à la maison. Et ça sera quelque chose vraiment de très important parce qu'on voit que le jeûne, c'est vraiment la première phase en fait d'une cure et il faut pas s'arrêter là. Il faut avoir un suivi et une discipline aussi pendant cette période de réintroduction de l'alimentation. Et c'est comme ça vraiment que, en fait, ça, c'est le pendant de cette cure de jeûne, cure de réintroduction de l'alimentation, si on peut appeler ça comme ça. Et il faut que ça soit sous supervision médicale aussi. Il faut qu'il y ait un suivi qui correspond toujours au concept que l'on a aux cliniques Bluchinger, c'est toujours d'avoir vraiment nos offres et nos technologies, nos techniques et nos stratégies qui sont validées scientifiquement. On sait de quoi on parle. On optimise toujours en faisant des nouvelles études scientifiques et on a toujours une supervision médicale. Les patients voient toujours un médecin dans chaque cure de jeûne avec des analyses et c'est ce qui fait vraiment l'efficacité d'un jeûne thérapeutique dans une structure médicale par rapport à ce qui peut être fait un petit peu n'importe comment parfois s'il n'y a pas de réglementation. Oui, ce sera la première fois que vraiment la période critique de la reprise, la période la plus difficile d'un jeûne finalement, sera étudiée scientifiquement. Ouais, c'est ça, c'est la première fois vraiment où on a déjà des résultats très intéressants, où on voit, je peux déjà le dire, que c'est clair que le basculement métabolique que l'on voit pendant le jeûne, quand on jeûne, ça met 3 4 jours à s'habituer au l'état de jeûne, à brûler ses graisses. Bah, la bascule dans l'autre sens, elle met aussi du temps et c'est dans ce cas-là beaucoup plus que 3 ou 4 jours. On reste dans l'état de jeûne même si on a repris l'alimentation. Et ça va être très important à incorporer dans nos pratiques cliniques parce qu'on va savoir maintenant comment le corps se réhabitue à l'alimentation et quel est vraiment dans le détail, jour par jour, ce qui se passe pour pouvoir avoir des stratégies en fait cliniques après ça. Alors pour conclure cette discussion, si jamais tu avais, avec un coup de baguette magique, la possibilité d'envoyer un message aux soignants et aux médecins en particulier, qu'est-ce que tu aurais envie de partager concernant le jeûne et notamment l'utilisation du jeûne en médecine? Bah, si j'avais à être un peu provocateur, ça serait juste d'ouvrir les yeux parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même utilisé dans bien d'autres pays et qui est complètement certifié, validé. Il y a des consensus scientifiques. Enfin, on n'est même plus là à se poser la question est-ce que ça marche et dans comment? Ça, c'est bien établi. Mais ensuite, c'est vraiment peut-être aussi de l'expérimenter soi-même, parce que quand on expérimente les choses, on a aussi une vision différente et on commence à beaucoup plus comprendre le potentiel thérapeutique du jeûne. Et après, peut-être la dernière chose, c'est de ne pas considérer que c'est juste une pratique alternative, isolée. En fait, le jeûne pourrait être une stratégie nutritionnelle qui pourrait être incorporée dans le parcours de soins classique de tout patient, au même titre que parfois on a des cures de rééducation si on se casse une jambe, on pourrait avoir une cure de rééducation de notre métabolisme en jeûnant, en ayant des stratégies nutritionnelles. Et ça, en dehors du monde des soignants et des médecins, si on regarde à l'échelle d'un pays, on pourrait économiser des milliards si on pouvait prévenir l'apparition de maladies comme le diabète de type 2 en utilisant des stratégies de jeûne, plutôt que d'avoir à dépenser des milliards sur des médicaments qui sont juste là pour gérer la maladie mais qui la guérissent pas. Je crois que tu mets le doigt sur un point très très sensible et très très pertinent. Je te remercie mille fois pour avoir Merci pris à le toi temps aussi. de partager toutes ces informations. Alors, on trouve toutes les informations sur la clinique Buchinger et notamment sur les recherches que vous y menez sur le site web.
Donc c'est buchinger-villemy.com. À la rubrique recherche, on trouve de nombreuses informations en français qui sont synthétisées avec des liens vers les publications. Donc ça peut être aussi une bonne source d'information pour les soignants. C'est ça. Merci Robin pour ce moment. Merci à toi aussi.